Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'inspection générale d'État a bouclé son rapport annuel. Le vice-président Temoko Melia Kone l'a réceptionné ce jeudi au nom du président de la République Alassane Ouattara. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli lui a remis officiellement le rapport d'activité de l'inspection générale d'État pour l'année 2021. Le pont de Cocody en construction sera livré dès la fin du mois de mars prochain. L'annonce a été faite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, qui vient de visiter le chantier. Il y était pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de cet ouvrage qui reliera la commune de Cocody à celle du plateau. Le dossier politique de ce 20 planche sur la guerre russo-ukrainienne. La crise est survenue entre les deux pays le 24 février 2022. Cela fait un an que les armes crépitent en Ukraine et le conflit s'enlise. Comment est-on arrivé à cette situation? Élément de réponse tout à l'heure dans ce journal. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'inspection générale d'État a bouclé son rapport annuel. Le vice-président Temoko Melia Kone l'a réceptionné aujourd'hui même au nom du président de la République Alassane Ouattara. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli lui a remis officiellement le rapport d'activité de l'inspection générale d'État pour l'année 2021. Viviane Aïmé. La bonne gouvernance prônée par le président de la République Alassane Ouattara n'est pas un vain mot. L'inspection générale d'État est une institution créée dans l'objectif de contrôler le fonctionnement régulier des services administratifs et financiers des ministères, ainsi que le fonctionnement régulier des établissements publics nationaux sous tutelle. L'inspection générale d'État produit chaque année un rapport sur les différents contrôles qu'il effectue, lequel rapport est remis officiellement au président de la République. Ce jeudi 23 février, l'inspection générale d'État, conduite par le président de cette institution, l'inspecteur d'État Awandoli Théophile, a remis officiellement le rapport d'activité pour l'année 2021 de l'institution qu'il dirige au président de la République Alassane Ouattara, représenté par le vice-président de la République, Kone Temoko Melia. Ce rapport d'activité rend compte de tous les contrôles effectués au cours de l'année 2021. S'agissant des missions effectuées au cours de l'année 2021, les organes de contrôle de l'ordre administratif, c'est-à-dire, je le répète, l'IGE, l'IGF et les IGM, ont réalisé au total 225 missions de contrôle dans l'année, auxquelles il faut ajouter 483 missions de vérification comptable au niveau du Trésor, soit au total 708 missions de contrôle qui ont été réalisées en 2021. C'est le lieu pour moi, excellent Monsieur le Vice-président, d'insister sur un élément important réalisé en 2021, le suivi des recommandations. Ce choix, guidé par la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, d'une administration plus performante et plus engagée, a permis d'obtenir un taux de réalisation de 67% de mise en œuvre des recommandations contre 49% les années précédentes. Remettant ce rapport, l'inspecteur général d'État a fait part des difficultés rencontrées dans l'exécution des missions qui sont assignées à l'inspection générale d'État. L'IGE ne dispose qu'une force opérationnelle de 29 acteurs de contrôle, dont 13 inspecteurs et 16 auditeurs, contre 55 personnes au moins recommandées par les conclusions de l'audit effectué par le cabinet Ernst & Young à notre propre demande pour tenir compte du vaste champ d'intervention de l'IGE couvrant au moins 1030 structures à auditer. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Kone Temoko Melia a félicité l'inspection générale d'État pour la qualité du travail accompli. Il a rappelé l'importance de la mission assignée à cette institution. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2022, après avoir réaffirmé que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption figuraient parmi ses priorités, le président de la République s'était félicité des progrès accomplis par notre dispositif institutionnel et opérationnel de gouvernance. Le chef de l'État
a indiqué, et je cite, « Nous devons poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. » Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous féliciter, ainsi que tous vos collaborateurs, pour le travail abattu en vue de veiller au bon fonctionnement de l'administration et de la bonne gestion des deniers publics. Je vous encourage à poursuivre et à généraliser, comme la loi l'exige, l'institution des contrôles et des audits dans vos différents secteurs de compétences. Et je ne manquerai pas de dire au chef de l'État que vous avez cité une kyrielle de besoins qui seront bien sûr examinés, je vous en fais la promesse. Mission accomplie pour l'inspection générale d'État. Une photo de famille a fixé l'événement. Le président du conseil d'administration du groupe bancaire BNP Paribas vient d'être reçu par le vice-président ivoirien Temoko Melia Koné. Ils ont évoqué notamment les financements pour notre pays en termes d'équipement pour soutenir l'économie ivoirienne et les activités du secteur privé. On retrouve Viviane Aimé. Si BNP Paribas a cédé les parts qu'il détenait au niveau de son ex-filiale ivoirienne, la BCC, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire, le groupe financier français continue toujours d'investir dans l'économie ivoirienne. Ce jeudi 23 février, le vice-président de la République, Koné Temoko Melia, a reçu en audience le président du conseil d'administration de BNP Paribas, Jean Lemierre. Au menu de l'entretien, la participation du groupe financier français au financement de grands projets dans le cadre de la politique d'équipement en cours menée par le gouvernement ivoirien. Le groupe BNP Paribas participe à de très grands projets et nous sommes ravis de le faire. Ce sont de bons projets, notamment d'équipement, qui vont soutenir l'activité du secteur privé, l'activité économique. Nous avons parlé, bien entendu, de l'économie de la région. C'est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire est un pays important qui entretient des relations commerciales et financières nombreuses dans la région. Nous y participons et à Monsieur le Vice-président, c'est notre engagement, notre soutien, notre souhait et notre disposition à travailler sur les modalités de financement de l'économie ivoirienne, comme nous l'avons toujours fait et nous souhaitons continuer à le faire. Comptant à son actif 200 ans d'activité bancaire, le groupe BNP Paribas est à ce jour la première banque de l'Union européenne. Une de ses principales missions, le financement de l'économie. Voilà, et toujours au titre des activités du vice-président ivoirien, notez que Temoko Melia Koné a échangé avec une délégation composée des membres du gouvernement allemand et de l'Organisation internationale du travail, OIT. Cette délégation a été reçue dans le cadre d'une mission conjointe en faveur de chaînes d'approvisionnement équitable et du travail décent dans le monde. Jérôme Kofi Abolin. Une mission conjointe dans les locaux du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Elle est conduite par des membres du gouvernement allemand et de l'Organisation internationale du travail. La délégation a été reçue ce mercredi par le vice-président de la République, Temoko Melia Koné. À travers ces échanges, il s'agit pour cette délégation de faire part aux autorités ivoiriennes de son engagement à œuvrer en faveur des chaînes d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la stratégie du cacao durable. Nous nous intéressons et engagements en faveur de chaînes d'approvisionnement du cacao plus équitables. Et je souligne qu'en Allemagne, nous ne voudrons pas réduire le commerce. Non, bien au contraire, nous voudrions qu'il y ait davantage de commerce, mais que ça soit du commerce équitable. Un commerce exempt de déforestation, un commerce respectueux du climat et un commerce sans travail des enfants. C'est sûr qu'une bonne partie de la discussion a porté sur le cacao, mais nous tous nous sommes très vite tombés d'accord qu'il ne s'agit pas seulement du cacao, bien du café cacao, mais de l'ensemble des chaînes de valeur. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est cette nécessité d'avoir non seulement un travail décent, mais un revenu décent.
et donc un minimum de décence dans le revenu qui, in fine, est payé aux producteurs de base. Pour les membres de cette délégation, l'objectif visé est non seulement d'assurer une meilleure justice sociale, mais aussi de renforcer les liens de coopération avec les différents gouvernements, tant sur le plan commercial qu'économique. Et l'excellence est en marche dans notre pays. La Côte d'Ivoire, 18 personnalités ont reçu des distinctions de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Et parmi les récipiendaires figurent des journalistes, des artistes. Ils ont été décorés pour services rendus à la nation ivoirienne. 18 personnalités distinguées par la grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Henriette Diabaté. Ambassadeurs, artistes, journalistes, informaticiens et bien d'autres reçoivent les hommages de l'État ivoirien pour les services rendus. La grande chancelière leur remet des insignes de reconnaissance. Nous voulons ici témoigner la reconnaissance de la République à l'endroit des récipiendaires ce jour, grands serviteurs de l'État qui ont le privilège de démarrer le compteur des distinctions de 2023. Vous représentez ce que la société ivoirienne produit de mieux, des modèles d'excellence et de civisme pour l'ensemble de nos concitoyens. 8 d'entre eux distingués dans l'ordre national au grade de commandeur, officier et chevalier, puis 10 dans l'ordre du mérite ivoirien au grade d'officier et chevalier. J'ai pensé que le footballeur que j'étais, je jouais simplement par plaisir. Mais là, je me rends compte que j'ai rendu un grand service à la nation et que la nation me retourne l'ascenseur. Ça me va droit au cœur. On a contribué énormément à la modernisation de notre secteur d'activité. Et aujourd'hui, là, on va passer justement de l'auto-école classique qu'on connaît à la petite entreprise. Et vraiment, l'apport qu'on a eu là, à ce niveau-là est reconnu. C'est une grande fierté. Vous avez travaillé près de 40 ans dans l'administration que partait à retraite, que la Côte d'Ivoire reconnaît. Vraiment, ça fait plaisir. Reporter, photographe. Depuis 1992, j'ai parcouru toutes les villes de la Côte d'Ivoire et je continue de le faire. Donc je remercie le bon Dieu, le gouvernement ivoirien. La grande chancellerie a pour mission, entre autres, de contribuer à la consolidation de l'unité nationale, d'assurer la promotion de l'effort individuel, de reconnaître et de récompenser le mérite, l'excellence, ainsi que les services rendus à la nation. Pour 2023, déclarée année de la jeunesse par le chef de l'État, la grande chancellerie entend se tourner vers les jeunes méritants et créatifs. Elle annonce également les week-ends du mérite et de l'excellence et des journées portes ouvertes. L'excellence est aussi promue au niveau de la fonction publique. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a présidé une conférence de programmation des effectifs 2023. La rencontre a réuni tous les gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique. L'objectif de cette programmation est de mettre en adéquation les ressources humaines actuelles de chaque structure et les besoins futurs. Grace Kando nous explique. 4 jours durant, les gestionnaires des ressources humaines de l'État vont plancher sur la conférence de programmation des effectifs 2023. La rencontre vise à identifier les besoins réels des ministères en lien avec leur domaine d'intervention, tout en tenant compte des capacités financières de l'État. L'exercice consistera à passer ministère par ministère pour voir quels sont les besoins, quelles sont les évolutions prévues au sein des ministères en termes de création. Et donc, qui dit création dit besoins qui vont avec et également adresser le profil qui est recherché. L'idée, c'est de ne plus tomber dans le phénomène des fonctionnaires sans poste de travail qu'on peut constater aujourd'hui dans nos administrations. Les années passées, nous n'avons pas ces occasions. On nous recrute des agents qu'on met à la disposition et très souvent la validation est très difficile. Quand c'est clair et lorsque nos besoins sont pris en compte, effectivement, ça facilite notre travail. Parce que les besoins en ressources humaines sont vraiment importants et surtout chez nous au ministère de la Santé. Cette initiative du ministère de la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la gestion optimale des ressources humaines. La vision du gouvernement en matière de gestion des ressources humaines de l'État prend en compte toutes les questions pouvant favoriser une gestion efficace des dites ressources et une amélioration soutenue du service fourni
aux usagers clients. Les données collectées au cours de vos travaux seront consignées dans le catalogue des mesures nouvelles en vue de servir de boussole à l'organisation des concours administratifs 2024 ainsi que pour les différentes affectations. La conférence de programmation des effectifs marque la deuxième étape de la nouvelle procédure d'élaboration du catalogue des mesures nouvelles. Le pont de Cocody en construction sera livré dans un bref délai noté dès la fin du mois de mars prochain. L'annonce a été faite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, qui vient de visiter justement le chantier. Il y était pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de cet ouvrage long de 63 mètres et qui reliera la commune de Cocody à celle du plateau, nous rapporte Jean-Luc Bangbo. C'est un ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visiblement heureux qui a parcouru les 630 mètres du pont devant relier les communes de Cocody et du Plateau. L'ouvrage qui a démarré mi-2019 est quasiment achevé. Là, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Normalement, tout avance bien. Et je pense qu'au mois d'avril, les Ivoiriens pourront passer aisément sur cet ouvrage-là. Il y a juste quelques personnes qui sont installées, qui ont fait des clôtures dans le domaine public. Et dans les dernières phases, il va falloir donc les dégager rapidement, de sorte qu'on puisse faire les remblais du côté pour aller vers la Canebière, vers la Pisam. 95%, c'est le niveau d'avancement général du chantier. Deux viaducs permettant un raccordement au boulevard de France et au boulevard de Gaulle, terrassement, travaux routiers, murs et trémies. Et surtout, c'est 19 haubans qui donnent un caractère particulier à cet ouvrage. C'est un ouvrage, lorsqu'il sera terminé, sera donc un ouvrage vraiment emblématique pour la ville d'Abidjan et nous sommes très heureux que d'ici fin mars, ces travaux-là soient terminés. Dans la même veine que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, les responsables du chantier ont donné toutes les assurances pour livrer l'ouvrage dans les délais indiqués, à savoir au plus tard fin mars 2023. Et les lignes bougent aussi au niveau de la santé. Désormais, il existe un centre d'imagerie pour les médecins radiologues. Ce centre a été inauguré par la Société ivoirienne d'imagerie médicale dans la commune de Cocody. L'objectif de ce centre est de former les médecins radiologues afin de maîtriser les différents types d'appareils de dernière génération de radiologie afin de sauver des vies. Et au niveau de l'éducation, notez que le chef de protocole du président de la République, Éric Taba, a cerné l'environnement des élèves de l'EPP Djibi 3, des actions suivies pour vous par Astou Touré Danyoko. Les latrines, la fontaine d'eau et la canalisation du groupe scolaire Djibi 3 réhabilité. Une action de Éric Taba par l'entremise du réseau I Love Cocody pour Éric Taba. Une initiative qui vient mettre fin au calvaire des encadreurs et des apprenants. Depuis des années, leur fontaine était devenue pratiquement une piscine. Elle était impraticable. Pour qu'ils puissent boire de l'eau potable, ils étaient obligés de monter sur des barriques, des pneus, des briques pour être au-dessus de l'eau, pour ne pas avoir des maladies, des bactéries. Homme généreux, homme au grand cœur, pour ses actions en faveur des élèves et étudiants de Cocody, mais particulièrement en faveur de notre établissement. Un tel homme mérite une attention particulière de notre part. Par ces actions, le proche collaborateur du président de la République entend s'inscrire dans la même vision que son mentor, le président Alassane Ouattara, à savoir promouvoir le social, la solidarité et le vivre ensemble. Quand Dieu vous a permis d'avoir certaines choses, il faut partager. Et c'est ce que je fais. Je ne fais pas beaucoup, mais je partage. Et ensemble avec mes jeunes frères, avec mes amis, partout où on peut contribuer, on le fait. Avant de prendre congé, l'hôte du jour a fait don d'importants matériels de salubrité à l'école et une enveloppe. Plus tard dans la soirée, le proche collaborateur du président de la République a pris part à une rencontre sportive organisée par les étudiants de la Cité Rouge de Cocody. Moment de cohésion et de convivialité partagé avec le parrain qui, pour la circonstance, assurait l'arbitrage des différentes rencontres avec les jeunes. Nous sommes
la Côte d'Ivoire de demain. C'est à nous d'initier la paix. C'est ainsi que nous avons décidé de ne même pas laisser cette activité. Et Dieu merci, nous avons contacté son Excellence, M. Ritaba. Il a accepté de nous accompagner dans cette activité. Parce qu'on ne peut pas construire un pays pendant que nous sommes en guerre. Les étudiants de la FESI s'ouvrent aux autres. Et ça veut dire aussi que c'est ça la convivialité. Donc c'est le vivre ensemble. Alors à partir de ce moment-là, je crois que c'est eux qui ont donné le message. Et moi, je me suis mis donc dans l'action. Sollicité de partout, le lendemain, Éric Taba a également pris part à une autre rencontre sportive initiée par les Blessoués de Blocos. Toutes les équipes ont reçu des trophées et des enveloppes. Au niveau de l'actualité politique nationale, notez que le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, fait son entrée à la commission électorale indépendante. Une décision est prise par décret portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Décret signé par le président de la République, Alassane Ouattara. Demba Traoré, désigné donc par son parti, le PPACI, fait son entrée à la commission électorale indépendante, tout comme Don Jules Demonster, qui a été proposé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP et Parti au pouvoir. Les deux personnalités sont donc membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante, CEI, et ce qui porte désormais à 18 le nombre des membres de cette commission électorale indépendante. Et toujours au chapitre politique de ce 20, les peuples Godais et Goli sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Ces deux peuples viennent d'organiser du côté de Béoumi une journée d'hommage au chef de l'État pour toutes ses actions de développement. Kader Sogodogo. Depuis 2011, le département de Béoumi connaît un développement dans la réalisation d'infrastructures modernes. Entre autres, les ponts sur les fleuves Bandama et Caen permettant de relier les 99 villages. L'électrification à 99% des sous-préfectures et des villages. L'adduction en eau potable, les constructions de centres de santé, de maternité, d'écoles primaires et de collèges de proximité. Le bitumage des axes Béoumi-Sakassou et Béoumi-Bodokro et plusieurs chantiers en cours de réalisation. La nomination de plusieurs cadres du département aux plus hautes fonctions de l'État. Pour toutes ces actions de développement en leur faveur, les peuples godais et Goli rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Toutes les actions de développement qui sont réalisées pour toute la population du département de Béoumi en général et la jeunesse sont la résultante de la forte confiance que le président de la République a placée en son fils, notre aîné, Monsieur le ministre Sidi Touré. Sans oublier les femmes avec le projet FAFSI qui leur permet de prendre leur envol pour leur autonomisation. Nous félicitons au nom de la population le président Alassane Ouattara, car il suit les traces de son père, Nana Oufoué-Boigny. Parrain de cette cérémonie, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, cadre de Béoumi, se dit heureux de l'image que renvoient les fils et filles du département de Béoumi à travers cette journée fraternelle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, un pays en paix, où la cohésion entre les communautés s'est résolument construite. Par son génie politique et à travers ses nombreuses actions diplomatiques, le président de la République a su replacer la Côte d'Ivoire dans son rôle de leader qui compte aujourd'hui dans la sous-région, en Afrique et dans le monde entier. La journée d'hommage au chef de l'État, à la hauteur de ses actions de développement à Béoumi, a enregistré la présence d'élus, cadres et un public acquis à la cause du développement et de la cohésion sociale. Il y a une bonne nouvelle pour les populations de Yopougon. Elles verront bientôt la construction d'une piscine olympique dans leur commune. La pose de la première pierre a eu lieu en présence du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, et du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Jean-Sylvain Resso est pour les détails. L'espace Tchentchen du quartier Banco 2 abritera dans les prochains mois la piscine olympique de la commune de Yopougon, qui comprendra, en plus du bassin olympique, un espace sportif avec une tribune et des aires de jeu pour la pratique du football, du handball, du basketball, du maracana, des espaces verts, des commerces, un parking et des bureaux. C'est le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui ont procédé à la pose de la première pierre de cette piscine olympique.
Ce projet intervient dans le cadre du programme Aisance aquatique, une initiative de l'exécutif ivoirien qui vise à apporter des réponses à la problématique de la création des conditions optimales d'une pratique aisée de la natation en Côte d'Ivoire. Tenant compte de l'importance de la vie des jeunes, nous avons été instruits par le président Alassane Ouattara de conduire ce programme spécifique pour que les piscines deviennent des centres d'apprentissage à la natation, au sauvetage, mais aussi deviennent des centres de vie et d'animation citoyenne dans nos communautés. Patron de la cérémonie, Adama Bictogo a remercié le ministre Paulin-Claude Danho pour le choix de la commune de Yopougon au nombre des bénéficiaires. Monsieur le ministre, au nom de la population de Yopougon, au nom du maire, le ministre d'État Koné Kafana Gilbert, nous voulons tous ensemble vous dire merci pour ce joyau et vous assurer et vous garantir de la bonne tenue de ce joyau, de ce complexe, de cette piscine olympique, parce que nos parents, nos jeunes avaient besoin d'une telle piscine olympique. Les travaux de cette piscine olympique devraient durer 24 mois. Le dossier inter de ce 20h planche sur la guerre en Ukraine, un an après le conflit s'enlise. Le 24 février 2022, les Ukrainiens se sont réveillés sous les bombes russes. Des explosions sont entendues dans plusieurs villes, de Kiev, la capitale, à Kharkiv, en passant par Odessa. Plusieurs cibles sont visées par l'armée russe. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères dénonce aussitôt le début d'une invasion de grande ampleur par la Russie, quand Vladimir Poutine parle plutôt d'une opération militaire spéciale. Un an après, le conflit s'enlise, les armes continuent de crépiter, la diplomatie internationale semble ne pas avoir de solution pour juguler ce conflit. Comment au juste est-on arrivé à cette situation? Retour sur les temps de 12 mois de guerre dans ce dossier intersigné Michel Digri. Lundi 20 février 2023, le président américain est en visite surprise à Kiev. C'est son premier déplacement en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre. Vous savez, un an plus tard, Kiev est debout et l'Ukraine est debout. La démocratie tient, les Américains sont avec vous et le monde est avec vous. Cette première visite du président américain en Ukraine depuis plus de 15 ans est la plus importante dans toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les États-Unis. Parce que, bien évidemment, cette période est la plus difficile. Au lendemain de ces déclarations, le président Poutine, devant le Parlement russe, riposte. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence. Un an que la guerre s'enlise en Ukraine, c'est le 24 février 2022 que les premiers obus s'abattent sur le pays. Le président russe donne les raisons de ce qu'il appelle une opération militaire. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Le président français Emmanuel Macron réagit aussitôt. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part, et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Malgré les condamnations de la communauté internationale, la Russie continue son offensive. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Les sanctions économiques contre la Russie s'enchaînent. Nous avons convenu de cibler 27 individus et entités qui jouent un rôle pour miner ou pour menacer l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Il y aura aussi des sanctions financières à l'égard de l'État russe
par des dispositifs concernant des banques et concernant aussi le dispositif de financement de l'État russe. Toutes ces sanctions n'arriveront pas à estomper la guerre. L'économie russe résiste sur les différents champs de bataille. La guerre fait rage avec son lot de dégâts matériels et humains. C'est très difficile quand je fais un rêve. Quand je dors et que je rêve, j'ai mes deux mains. Mais ensuite, je me réveille et je n'ai plus ma main. Le bloc occidental fait corps avec l'Ukraine. D'importantes aides financières et matérielles sont apportées aux dirigeants ukrainiens. Ici, des troupes ukrainiennes reçoivent une formation de l'armée allemande sur l'utilisation des chars de combat Léopard 2. Depuis le début de la guerre, nous avons formé plus de 1200 soldats ukrainiens et cela dans des conditions très complexes qui vont au-delà de la formation de base. Et d'ici la fin de l'année, ils seront plus de 3000 à être formés. Là-bas, sur le terrain de guerre en Ukraine, nous n'avons pas la possibilité d'être formés. C'est pourquoi il est important que nous soyons ici. Pour l'heure, le règlement de ce conflit par voie diplomatique semble ne pas être à l'ordre du jour. La Chine tire sur la sonnette d'alarme. Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix, à offrir la sagesse chinoise pour le règlement politique de la crise ukrainienne et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune. Malgré les appels à la paix depuis le 24 février 2022, la guerre ne faiblit pas en intensité. Kiev redoute une offensive de grande ampleur pour le premier anniversaire du conflit. Et vivement la paix dans le monde. C'était le dossier Inter signé Michel Digré. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce 20h. Je vous retrouve demain à la même heure, sur la même chaîne, sur ce même plateau. Prenez soin de vous.